Bonjour Jean-Luc Robert, vous êtes psychologue spécialisé dans les troubles du spectre autistique. Vous avez créé un livre sur l'autisme, et pas n'importe quel livre, c'est un essai qui a la particularité de rentrer dans le détail de la prise en charge actuelle d'un enfant autiste en dénonçant un système qui n'est pas selon vous ce qu'il devrait être. Bonjour Monsieur Albertini, merci de m'avoir invité à parler de mon livre Ma vérité sur l'autisme dans votre émission de radio. Le livre Ma vérité sur l'autisme, déjà, dans le titre, on dit beaucoup de choses. Bon, bien sûr, je prétends pas que ce soit la vérité, hein. Je pense que j'ai 15 ans d'expérience dans les milieux spécialisés traitant du trouble du spectre autistique, hôpital de jour, puis IME, puis formateur dans plusieurs établissements. Vous avez aussi développé une méthode, en fait, de guidance parentale à domicile. Les APE, et le ZAPE, qui s'appelle donc les ateliers parents-enfants. C'est une méthode de guidance parentale à domicile où on essaie d'identifier les problèmes, les troubles du comportement et développer donc une méthode avec les parents où on va atelier après atelier, donc séance après séance, aider les parents à apporter les meilleures réponses possibles. Donc ça, c'est vrai que je l'ai développé dans les IME et puis là, je le développe plus rare, dans le privé. Mais pour revenir à donc Ma vérité sur l'autisme, effectivement, on a des institutions qui sont souvent des IME, des hôpitaux de jour, et autres institutions. Puis on a majoritairement donc des éducateurs spécialisés qui s'occupent des enfants autistes. Et puis on a une direction, on a des cadres. Et c'est vrai qu'on a des enfants en difficulté d'un point de vue des troubles du comportement. Comme vous savez, les enfants autistes peuvent avoir tout un tas de troubles qui empêchent les apprentissages malheureusement. Pour venir aux troubles, quels sont les troubles qui empêchent les apprentissages pour un enfant autiste ? Il y en a beaucoup. On a des troubles d'attention, de concentration. Ce sont des enfants qui ont une attention souvent très labile, qui peuvent des fois avoir aussi des problèmes de stabilité. Donc, avoir l'attention d'un jeune autiste, il peut pas tenir sur sa chaise ou qui va regarder par la fenêtre ou être attiré par un objet qui n'a absolument pas d'intérêt, en tout cas, et qui ne lui permet pas d'être concentré sur ce que va dire l'enseignant, c'est que finalement, déjà, dans les apprentissages, ça pose problème. Ensuite, il y a tout ce qui est intolérance à la frustration. Ils sont beaucoup dans l'autosensorialité, donc ils peuvent se faire des stéréotypies, des gestes, jouer avec leur salive ou avec tout un tas de choses qui font qu'ils ne sont pas présents, concentrés dans ce qu'on leur demande et dans la tâche qu'ils sont censés réaliser. Donc ça, c'est des troubles déjà un peu basiques. Mais après, il y a des troubles aussi. Il peut y avoir de l'auto-agressivité, de l'hétéro-agressivité. Il peut y avoir... oui, comme je l'ai dit, c'est surtout l'intolérance à la frustration. Ce sont des jeunes qui aiment souvent un peu faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc, l'apprentissage n'a pas toujours pour eux le sens commun. Il y a des partenariats qui doivent se faire avec les écoles, entre guillemets, des vraies écoles, si je puis dire, puisque souvent les parents considèrent les IME comme les écoles. Mais l'IME, c'est avant tout un centre de rééducation dans lequel on se doit d'avoir ce qu'on appelle du périscolaire, voire du scolaire pour les jeunes. En tout cas, on se doit d'avoir des partenariats pour essayer d'insérer le jeune au maximum. L'IME, c'est à partir de quel âge ? L'IME, 6 ans, 5-6 ans. C'est facile pour y rentrer ? Très difficile. C'est le parcours du combattant pour les parents, puisque, bien sûr, ça dépend de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, la MDPH, on est sur liste d'attente pendant parfois pas mal d'années, donc il faut s'y prendre très tôt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, souvent entre 0 et 5 ans. Quand je dis pas grand-chose, c'est que les parents sont obligés de faire le parcours du combattant pour avoir quelques prises en charge morcelées par-ci, par-là, avec un CMPP de psychomotricité par-là, un pédopsychiatre qui commence à rentrer dans la boucle. C'est la croix et la bannière pour avoir une orthophoniste également. Et on sait très bien que les prises en charge doivent être précoces. La NESM, donc le préconise. Et il faut absolument qu'avant 5 ans, le jeune ait eu tout un tas de prises en charge. Mais pourquoi autant d'attentes ? Ça veut dire qu'il y a du monde alors ? Beaucoup de monde, oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à placer leur enfant en IME tout de suite. Et donc la solution, pour les parents, c'est d'attendre. Oui, un enfant qui prend du retard par rapport aux acquisitions. Des parents qui des fois sont obligés d'arrêter de travailler pour l'un ou de s'arranger pour la garde de l'enfant. Donc c'est des situations très lourdes et c'est pas évident pour la structure familiale. Souvent il y a des frères et des sœurs aussi. Et c'est vrai que l'enfant doit être pris en charge beaucoup plus tôt et que l'IME, en tout cas, devrait avoir d'autres solutions. Mais ce que je dénonce également dans Ma vérité sur l'autisme, c'est que ces structures qui sont dites spécialisées et adaptées ont leurs moyens aussi limités, que ce soit en termes d'éducateurs, de moyens financiers, et que malheureusement, on n'a pas une prise en charge, j'estime, avec le recul que j'ai, de qualité dans ces établissements, que ce soit IME ou hôpital de jour,
qualité suffisante pour donner toutes ses chances à l'enfant de rattraper en tout cas un retard ou d'évoluer vers une société où il pourrait occuper pourquoi pas un emploi dans un milieu ordinaire ou en tout cas dans un milieu protégé. C'est pas toujours le cas parce que je pense qu'au départ, l'enfant n'a pas toutes ses chances par des structures qui n'ont pas toutes les capacités d'aider l'enfant comme il faudrait. Alors pour revenir à ce titre, ma vérité sur l'autisme, en fait, c'est pas seulement votre vérité, Jean-Luc Robert, c'est la vérité de tous les parents, c'est la réalité aussi. Je me permets de parler plutôt en mon nom. Maintenant, s'ils s'identifient et se reconnaissent dans cette vérité, j'en serais content. Mais c'est vrai que j'imagine, et certains parents ont déjà commencé à me le dire, que beaucoup de parents ont un petit peu ras-le-bol de voir que ils mettent leur enfant dans une institution et que les choses n'avancent pas forcément comme ils le voudraient, mais que malheureusement ils n'ont pas le choix. Le système aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et une fois que l'enfant est en IME, je sais que les parents ont souvent beaucoup d'espoir, mais que la pathologie étant déjà difficile, la plupart de ces enfants n'ont pas, en tout cas pour les parents, moi je sens qu'il y a une déception, l'évolution qu'ils auraient souhaitée. Dans votre livre, vous dénoncez beaucoup de choses, dont le génie autistique. Vous dénoncez en fait ce qu'on appelle le fantasme collectif d'un génie autistique caché chez l'autiste. Donc aujourd'hui, l'enfant autiste, il est décrit comme un génie dans la société. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça aujourd'hui? J'ai commencé par ça, oui, effectivement, c'est les premiers mots de mon livre. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, que je dis que je suis un psychologue spécialisé qui s'occupe des enfants autistes, souvent ils ont le fantasme que ce sont des personnes effectivement très douées, qui ont des particularités, et il y a toujours ce fantasme et cette fascination pour l'enfant autiste. Mais d'où ça vient, ce fantasme, alors? Ce fantasme, d'où ça vient? Je pense qu'il est beaucoup véhiculé par les médias, déjà. Beaucoup véhiculé par les médias, par Rain Man, enfin tout ce qu'on nous montre à la télé. On nous montre souvent les autistes Asperger. Alors oui, effectivement, il y en a, et il y a toujours des exceptions, il n'y a pas que les Asperger, d'ailleurs, il y a des êtres qui ont des capacités intelligentes, qui sont capables effectivement d'apprendre un dictionnaire par cœur ou des choses comme ça. Effectivement, on est fasciné devant ces prouesses, mais moi je commence par dire que la réalité, le quotidien des parents, et moi après 15 ans d'expérience, je peux vous assurer que les Asperger, dans mon parcours, ont été très très rares, et que j'ai plutôt vu des parents qui se battaient pour que leur enfant ait un niveau acceptable et que puisse intégrer tout simplement la société. Et on a plutôt avec l'autisme les difficultés de la déficience, des troubles du comportement. Donc en fait, des enfants qui prennent du retard. Et la lutte des parents au quotidien, c'est faire en sorte que mon enfant puisse être comme les autres, qu'il puisse faire les apprentissages que font les autres et qu'il puisse ne pas prendre du retard. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que l'autisme est une lutte quotidienne pour courir après le temps. Parce que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est que l'enfant, la plupart du temps, je dis bien dans la majorité des cas, prend du retard au niveau des apprentissages, des acquisitions, que ce soit aussi même des fois au niveau de la motricité, au niveau de la maturité affective. Il peut se rattraper, ce retard? Il peut se rattraper à la condition qu'il y ait une prise en charge précoce, intensive. Quand je dis intensive, je mesure mon mot, c'est pas forcément de la BA à tout va. Quand je dis intensif, c'est de qualité et surtout faire en sorte que au quotidien les difficultés soient travaillées. Imaginons un enfant autiste qui n'a jamais eu de prise en charge et qui se trouve par exemple aujourd'hui diagnostiqué autiste à l'âge de, je vais dire une bêtise, mais bon, c'est peut-être la réalité d'une famille, à l'âge de 10 ans, on découvre que l'enfant est autiste. Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper 10 années? Mon point de vue dans le livre n'est pas optimiste sur cette question. On considère désormais que la psychanalyse n'a absolument plus sa place dans les prises en charge. Enfin, on le considère de plus en plus et qu'on est dans des méthodes cognitivo-comportementales, c'est-à-dire TIC et ABA. Donc, c'est des termes un peu techniques, mais pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, le nouvel outil miraculeux serait ABA. Moi, je mets des bémols là-dessus parce que ABA est une solution, mais je prône plutôt, moi, une prise en charge globale, intégrant plusieurs méthodes et une prise en charge intelligente. Parce que quand on applique ABA, ce que j'explique en prenant un peu l'image d'un garagiste qui réparerait une voiture selon un modèle théorique dans mon livre, on pourrait très bien être un très bon garagiste d'un modèle théorique, mais si on n'a pas la capacité d'adapter sa technique de réparation à différents modèles de voitures, vous comprenez que ça pose problème. Et souvent, la grande faille chez ADA, c'est de considérer que tous les autistes sont les mêmes. Et de finalement d'avoir un manuel, de dire petit A, petit B, petit C. Quand un enfant a telle difficulté, on applique une guidance physique. Ensuite, on passe à une guidance gestuelle. Et puis ensuite, une guidance verbale et puis une guidance. Et enfin, voilà. On est dans des automatismes comme ça et dans des réponses automatiques. Mais j'explique clairement que par moment, il faut avoir un niveau d'analyse un peu plus fin et comprendre que parfois, la guidance, elle dessert l'enfant.
parce que l'enfant il a peut-être d'autres soucis et qui font qu'il prétend avoir besoin d'une guidance. Souvent, ce sont des problèmes de recherche d'attention, des choses comme ça. Comme je l'explique dans mon livre, ABA ne se rend pas compte de ça parce qu'ABA, si j'en parle comme une personne, hein, mais on est dans le domaine de l'invisible et ce que ABA n'arrive pas à mesurer, eh bien ABA l'ignore complètement. Et parfois, qu'un enfant est en recherche d'attention. Ça, c'est des choses très compliquées pour ABA. Donc du coup, non, c'est pas des choses concrètes. On est toujours dans l'apprentissage, dans la rééducation. Sauf que les enfants, ce sont pas des robots, c'est pas de la mécanique. Parfois, il y a beaucoup d'affect. J'explique aussi à travers le langage autartistique, hein, c'est un néologisme que j'ai inventé pour dire le langage finalement autistique et en même temps autarcique, en parlant du PECS, que c'est un outil de communication, bien sûr, issu d'ABA. PECS, ça veut dire Picture Exchange Communication System, ça veut dire système de communication par échange d'images. C'est un outil que je remets aucunement en question, mais encore une fois, avec les personnes qui peuvent le pratiquer de façon très très ABA et très très stricte, sans avoir de nuances. Hein, ce que je dis, c'est qu'ABA manque souvent de nuances dans la lecture. Eh bien, ils ont l'impression que l'enfant qui ne communique pas, il communique pas parce que, évidemment, il y a un dérèglement du système nerveux central qui fait qu'il n'a pas la capacité. Une fois qu'on lui aura enseigné, il sera compétent. C'est le mot, compétent pour pouvoir communiquer. Sauf que quand on pratique le PECS, les orthophonistes ou les professionnels, eh bien, on se rend compte qu'il y a parfois des résistances psychologiques qui sont pas d'ordre technique, que l'enfant a tout à fait compris comment faire, mais qu'il y a la part de refus, la part d'évitement de la relation, le refus de passer par une tierce personne pour faire une demande. Eh bien, tout cela, ABA ne le prend pas en compte et ça pose des fois des prises en charge qui ne sont pas tout à fait adaptées. C'est ce que je critique en disant qu'ABA, c'est pas forcément l'outil miraculeux que l'on prétendrait si on n'a pas une lecture un peu plus fine par moment. Et c'est pour ça que je refais une place à la psychanalyse, malgré Bettelheim et les grandes critiques qui sont faites par rapport à la psychanalyse, qui aurait jugé les parents et tout ça. Bettelheim, c'était l'erreur de dire que les parents étaient des parents froids, des mères frigidaires. Je pense qu'aujourd'hui, on en est revenu. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un psychanalyste qui va considérer que, de façon mécanique, l'autisme est dû à une mère frigidaire. Je pense qu'aujourd'hui, la psychanalyse doit apprendre à communiquer autrement. La psychanalyse, je pense, a sa place dans l'autisme, mais encore faut-il qu'elle sache s'adapter, communiquer, être transparente, réussir à être tout simplement lisible pour les gens. Et je pense que si vous demandez à un parent ou même à un autre professionnel comment on définit la prise en charge d'un enfant autiste par la psychanalyse, personne ne peut répondre à cette question. Voilà. Alors qu'ABA, on a effectivement une démarche très claire. Donc je pense que c'est aux psychanalystes, aux personnes qui prétendent vouloir prendre les enfants en charge de cette façon-là, de clarifier leur point de vue et d'expliquer clairement, de développer un référentiel et une méthode précise que tout le monde arrive à comprendre et qui puisse aider les autistes de façon efficace. La prise en charge d'un enfant autiste, est-ce qu'elle démarre dès le moment où on a le bilan du CRA, du Centre Ressources Autisme? Tout est dans le bilan du CRA au départ, non? Oui, alors vous parlez du bilan du CRA ou sans passer par le CRA, en tout cas un professionnel qui soit capable à un moment donné de bilanter, oui. Un diagnostic. Oui, voilà, que ce soit le CRA ou qui aujourd'hui peut donner des recommandations aux parents pour les prises en charge, qui aujourd'hui est capable de le faire? Des recommandations, elles sont dans la NES. Donc, elles sont dans la NES. La Haute Autorité de Santé et la NES ont fait des recommandations de bonne pratique. D'un point de vue général, mais après, d'un point de vue de l'enfant, un bilan personnalisé, qui aujourd'hui est capable de le faire? Vous le faites certainement, je pense. Oui, les psychologues sont capables de le faire. Les institutions sont capables de le faire à condition qu'elles aient les personnes compétentes en leur sein, évidemment, pour pouvoir dresser un profil psychoéducatif. Donc, c'est ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire, en fait, c'est ça? Voilà, une équipe pluridisciplinaire. Donc, ça nécessite bien sûr pour que ces enfants soient pris en IME qu'il y ait un diagnostic, qu'on sache qu'effectivement, vous parliez, si on découvre qu'un enfant est autiste à 10 ans, si les critères diagnostiques, c'est pas comme ça. L'enfant doit être diagnostiqué avant l'âge de 3 ans, on connaît tout ça. Mais je voulais dire, en gros, si à l'âge de 10 ans, un enfant autiste n'a toujours pas bénéficié de traitement. Voilà, j'ai pas vraiment répondu à cette question. Ou de traitement inadapté, s'il n'est passé que par des pédopsychiatres. Donc, on a bien compris que dans votre livre, vous rejetiez en fait tout ce qui était pédopsychiatrique, que ça n'avait aucun intérêt pour un enfant autiste de passer par un psychiatre. Quand je dis aucun intérêt, c'est encore une fois, j'essaie de désillusionner les parents qui pensent que, parce que je dis professionnels comme parents, qui pensent que le psychiatre, parce que vous savez que c'est une chose rare aujourd'hui un pédopsychiatre, je veux dire dans les institutions, bien que l'absence de ce pédopsychiatre quelque part fait qu'on ne peut pas prendre en charge correctement un enfant autiste. Je peux juste vous dire que beaucoup de parents vont chez des pédopsychiatres, ils voient le pédopsychiatre peut-être un quart d'heure en 6 mois, ou tous les 3 mois.
et que c'est pas le pédopsychiatre qui a la solution, puisque le pédopsychiatre est celui qui va distiller ces molécules à tâtons, ce que j'explique un peu, mais qui n'a pas forcément de solution clinique, technique, pour aider les parents face à des angoisses ou à des comportements d'hétéroagressivité, d'auto-agressivité, d'automutilation, des choses extrêmes qui font que les psychiatres ne sont que finalement prescripteurs sur ces temps-là. Bon, bien sûr, ils posent aux parents quelques questions, ils observent que l'enfant est dans un état d'agitation et puis prescrivent des médicaments. Mais je vais décrire une certaine impuissance de la part des psychiatres, mais aussi de la part des institutions et des professionnels face à certains troubles autistiques sévères. Oui, dans votre livre Ma vérité sur l'autisme aussi, vous décrivez aussi ce qu'on appelle la conséquence de l'omerta en fait. Bah oui. La conséquence de l'omerta, c'est que les parents se sentent culpabilisés, comme certains professionnels. On parle d'omerta à plusieurs niveaux. Déjà, il y a une omerta au niveau des médias. On veut croire que l'autisme peut se traiter facilement avec les bonnes méthodes et avec les bonnes prises en charge. Et on préfère ignorer que beaucoup de parents se sentent en échec d'un point de vue de la prise en charge, ne voient pas les troubles du comportement de leur enfant diminuer. Également aussi des prises en charge inadaptées font que l'enfant ne progresse pas, que mois après mois, les parents se sentent démunis et doivent envisager un avenir pour leur enfant qui n'est pas celui qu'ils voudraient. Quand je parle d'omerta, je dis que cette détresse des parents, cette détresse par rapport à l'autisme, eh bien, on en parle très peu dans les médias. On a l'impression que les parents sont abandonnés là par les structures, par l'État. Exactement. C'est mon point de vue aujourd'hui. Les parents se sentent bien isolés et ils n'ont pas grand monde vers qui se retourner. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ont cette démarche-là aujourd'hui? D'autres professionnels? Je veux le croire. Le problème, il est que les parents ne décident pas de l'endroit où va leur argent. Ils ont des aides, bien sûr. Ils ont une allocation qui est quand même pas conséquente, qui n'est pas énorme. Et puis, ils ont surtout, à partir du moment où ils ont signé pour un IME, l'obligation, quelque part, de passer par cette prise en charge-là, parce que vous savez qu'une prise en charge avec un psychologue libéral, avec une équipe, on va dire privée, qui va prendre en charge l'enfant de façon individualisée et tout ça, ça coûte une fortune. Voilà. Et que les parents mettent leur enfant dans des institutions parce que s'ils voulaient une prise en charge plus individualisée, ce qui serait quand même plus souhaitable. Parce que, comme je le dis dans mon livre, pas mal d'institutions en France sont plutôt des centres aérés, faut pas se le cacher. Quand je dis des centres aérés, je mesure mes propos, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui travaillent, mais je veux dire, l'enfant ne fait pas la moitié ou les 3/4 du travail qu'il devrait faire. Mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui sont pris en charge par ces structures, et on entend peu les parents par rapport à ce que disent les médias. Apparemment, tout est rose. Parce que c'est le système qui veut ça. C'est plus facile, ça coûte beaucoup moins cher à l'État, entre guillemets, d'obliger les parents à mettre les enfants dans des centres plutôt que de leur donner l'argent nécessaire pour les aider, pour qu'il y ait des prises en charge adaptées à ces enfants-là. Parce que vous dites quelle est la solution, M. Robert? La solution, elle serait davantage de prise en charge individualisée, hors structure, où je pense que l'enfant stagne aussi parce qu'il ne fait pas le travail qu'il devrait faire. Il ne le fait pas parce que souvent on a, surtout dans les IME, on va dire un éducateur pour 5-6 enfants, ce qui n'est pas possible. La NESM et donc ABA notamment préconisent des prises en charge dites individualisées. Il faudrait au maximum être un éducateur pour 2 enfants, ce qui n'est très rarement le cas déjà dans les structures. Donc je sais que je peux choquer les gens en disant que ces structures s'apparentent parfois à des centres aérés, mais je le dis vraiment en pesant mes mots et avec le recul que j'ai. Je vous dis que si vous voulez avoir quelqu'un à domicile, on va dire ne serait-ce qu'une 20aine d'heures par semaine, un professionnel, ça va chiffrer forcément dans les 60-65 euros de l'heure. Multipliez ça par 20 jours, ou par 20 heures, comme vous voulez. Vous allez vous retrouver avec des budgets que les familles ne peuvent pas assumer. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Pour une réelle prise en charge individualisée, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faudrait. En tout cas, je ne dis pas qu'il faudrait complètement retirer les enfants des institutions. Je dirais que soit il faudrait donner plus de moyens aux institutions, mais bon, ça encore une fois, l'État ne le veut pas ou ne le peut pas, ou soit donner la possibilité aux parents de décider librement de l'endroit où ils vont mettre leur enfant et donc de leur donner les moyens, l'argent directement, afin qu'ils puissent s'en servir, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.